beaucoup et je laisse la parole à Simone. Merci. Alors, je démarre la présentation aussi. C'est bien pour tous. Donc, dans le cadre de mon doctorat, euh, je propose une approche méthodologique pour penser la santé dans la planification urbaine. Et donc, le travail que je vous présente, c'est par rapport à les critères d'analyse pour une conception biophilique et cette approche méthodologique pour penser un paysage salutogène. Donc, pour démarrer, il faut qu'on pense la considération sur cette approche salutogénique qui considère la santé comme des facteurs multidimensionnels complets avec des influences psychologiques, cognitives, sociales, environnementales et pas seulement biologiques. Ça, c'est lié à des définitions de santé qu'on connaît et que c'est comme à l'ancienne Hippocrate, que c'est le père de la médecine, qui parle que la homéostase, l'équilibre complet du corps, c'est lié à tous ces facteurs. Donc, l'invitation d'une approche salutogénique, c'est de voir des questions plus positives et comprendre toutes ces échelles et dynamiques. Donc, je me suis posé deux questions au démarrage de mon travail. Comment les espaces verts publics contribuent-ils à un mode de vie plus sain? Comment on pourrait penser, parce que c'est lié les paysages et les espaces verts végétalisés dans la ville, et comment intégrer la santé et le bien-être dans la planification urbaine. Mon étude des cas est appliquée à Rabat, la capitale du Maroc. Je vais arriver avec un petit exemple à la fin de cette présentation, seulement pour enregistrer l'analyse de méthode proposée. Mais la démarrage de réponse à ces deux questions, c'est la consolidation de la compréhension du paysage salutogène, qui se configure comme un ensemble de facteurs qui agissent de manière systémique afin d'équilibrer et de rechercher l'harmonie et la résilience nécessaires à tout mode de vie sain. Ça veut dire qu'on pense à un paysage qui c'est comme fait partie d'un écosystème et que n'importe quel changement dans la culture, dans l'économie, dans les supports naturels, dans la couverture anthropique, va donner un autre changement comme réponse. Donc, il faut penser les paysages comme quelque chose d'un écosystème. Et cette approche aussi, c'est une congruence avec la promotion de la santé. On mettait en évidence la dimension humaine. Donc, on ne peut pas penser à la santé sans penser à nous-mêmes, parce que notre société qui fait les lois, qui fait les politiques, donc il faut penser aussi à arriver à cette dimension individuelle. Pour comprendre un peu la méthode, on fait partie des théories déjà existantes. Donc, on cherche des fonctions salutaires et thérapeutiques qui dépassent les aspects d'infrastructure physique ou des physiques personnelles et visible de l'environnement. Donc, l'approche paysagère salutogène, c'est la pratique, des mises en pratique de la théorie existante de la biophilie, que je vais parler un petit peu plus tard dans cette présentation, et l'application de ces théories que les villes biophiles ils sont déjà en train d'appliquer, c'est des stratégies de conception durable avec des fonctions salutaires. Ça, on existe déjà. Ma question, c'était comment analyser un paysage, une ville, pour comprendre qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce que c'est leur nécessité et qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans la planification et comprendre et lire mieux pour sensibiliser à cette approche salutogène. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est une coexistence avec la nature, avec les paysages, l'harmonie de l'ensemble et la coopération comme exemple de cette nature dans la ville. Pour continuer, l'orientation salutogène donc implique mettre en valeur des ressources et des capacités pour améliorer la santé.
Ça veut dire que dans une approche pathogène, qui est normalement, c'est comme on pense quand on est malade et qu'on va essayer de guérir une maladie ou d'améniser les symptômes, on est en train de toujours penser la ville dans une manière aussi liée à la pathologie. Donc, on essaie de corriger des problèmes qu'on a. L'approche salutogène, c'est une promotion des choses qui sont déjà bien pour essayer de prévenir les problèmes de venir. C'est la même approche que quand on pourrait mettre pour nous, pour notre propre santé. Donc, ce paysage qui pourrait être considéré, selon Macedo, que c'est un paysagiste brésilien qui était très connu, qui a travaillé sur les espaces libres de São Paulo, et il propose qu'un paysage, c'est comme un produit, un système, et que n'importe quel résultat, il fait partie de cette culture et qui donne un changement morphologique. Donc, la première proposition que j'ai mis pour vous, c'est un diagramme qui peut indiquer les plusieurs aspects qui devraient être superposés pour pouvoir faire une analyse plus approfondie et après essayer d'appliquer lié à les attributs du paysage. Donc, ça veut dire, si j'ajoute dans cette mesure la couverture naturelle et la couverture anthropique avec des dynamiques socio-spatiaux et les supports naturels on n'est pas très à jour en train de mettre pour la planification urbaine, une compréhension de flux de carbone, de drainage du sol. C'est pas tout le temps qu'on a des informations liées à ça, que c'est une gestion avec les paysages. Et si on comprend combien ces aspects, ils ont des effets positifs sur l'environnement ou négatifs, et les effets biophiliques qui se tombent sur les bien-être et la santé humaine, et on peut arriver en train de croiser ces informations à plusieurs façons, arriver après à planifier selon des échelles des attributs qui viennent de la biophilie avec certaines valeurs immatérielles qui pourraient être perpétuées dans la planification. Malheureusement, le temps ne me permet pas de rentrer dedans, mais après, vous allez comprendre la répétition de cette proposition. Donc, la biophilie comme théorie, que c'est la démarche, il propose déjà des indicateurs de design biophilique qui sont liés, c'est des conditions infrastructures biophiles, des activités biophiliques, des attitudes de connaissances que tout à l'heure, dans notre présentation, comment sensibiliser quelqu'un qui habite, comment sensibiliser pour faire du sport. Donc, on a besoin de nous rapprocher de cette moyen naturel et devenir nous-mêmes nature. Et aussi, comme indicateur, les programmes institutionnels et politiques de gouvernement. Nous, dans notre recherche, on a interprété, parce que la biophilie, elle prend des références des villes qui font partie d'un réseau. Et il donne l'indication de cet indicateur. Ça, c'est le livre de Beatley, qui c'est notre référence pour la biophilie. Et on a systématisé la compréhension de tous ces indicateurs en forme de quantité, de qualité et de distribution. C'est comme ça qu'on va arriver à faire une démarche un peu plus objective de l'analyse. Aussi, la biophilie, elle nous permet de comprendre les différents éléments qui pourraient faire partie des différentes échelles pour une planification, soit de design, de projet, soit de planification urbaine. Et ensemble à des attributs, j'ai fait un exercice où j'ai pris les villes dans les dossiers de 2022. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à montrer comme caractéristiques biophiliques de les villes, environnementales aussi. J'ai fait une systématisation en tableau et j'ai fait un rapport, par exemple, l'attribut, la ville dans la nature, une nature sauvage dans la ville, elle apparaît beaucoup plus dans l'échelle de la région. Donc, j'ai fait une systématisation de récurrence des attributs qui apparaissent pour essayer de comprendre comment on pourrait planifier à la fin à chaque échelle. Donc, si on pense à des effets d'environnement, parce qu'ici, on a les effets sur l'environnement et les effets biophiliques. Donc, on a fait aussi une étude assez approfondie des théories
pour comprendre que les effets sur l'environnement, on est en train de parler des écosystèmes, des services écosystémiques. Et c'est là qu'on rentre avec des qualités environnementales de support, provision, régulation et culture. Les supports culturels, peut-être, c'est les supports moins étudiés ou moins impliqués aujourd'hui pour la santé et bien-être, que ça, c'est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2005, fait avec plus de 1000 chercheurs, et que c'est une projection jusqu'à 2050. Et dans notre recherche, on travaille beaucoup avec la régulation, la présence de végétation en train de penser l'équilibre environnemental, les supports et les culturels pour le bien-être de chacun. Donc, on pense à un environnement où on peut avoir un ensemble plus équitable de cette végétation disposée. Alors, pour comprendre les effets biophiliques, on est parti dans une relation qu'on appelle les pouvoirs de la végétation urbaine, il y a une étude qui démarre l'influence, les effets sur la santé à partir d'usages ou des expositions aux espaces verts. Donc, dans notre recherche, qu'est-ce qu'on fait? C'est travailler avec 4 dimensions de santé. On appelle la ville elle-même comme un organisme, un corps urbain, qui c'est l'environnement elle-même. On appelle aussi les corps humains, qui est ce qu'on connaît pour notre santé physique. On a les corps mentaux, qui c'est aussi des maladies ou des santé mentales pour la psychothérapeutique. Et on a aussi un corps spirituel qu'on devrait toucher pour changer carrément les comportements et les habitudes, parce que ce n'est pas seulement à l'extérieur de nous, mais nous aussi, on doit devenir, on parlait tout à l'heure, si on a un environnement qui est sain, mais l'être humain qui la va utiliser, il n'est pas sain, donc certainement, on va avoir des problèmes après, de manière d'usage. Donc, nous aussi, on a besoin de nous régler. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette étude? C'est à partir des différentes études d'evidence-based design qui mesurent la qualité de santé qui va devenir et qui va arriver. Donc, ce sont plusieurs études qu'on a systématisées et on a ajouté tous les côtés spirituels. Ça veut dire que si on a une augmentation de cette interaction sociale par rapport aux espaces verts, et un démarrage, un réveil de notre conscience lié à cette nature, cette manière de survivre et de solidarité que la nature elle existe, on peut développer nous-mêmes certains effets positifs de cet usage. Par exemple, j'aime bien donner comme exemple la régulation des bruits dans la ville, que notre cerveau, il s'ajuste à ce bruit dans la partie frontale et qu'au bout d'un temps, on n'a pas la même, on n'aperçoit même pas cette bruit parce que notre cerveau, il marche pour nous faire continuer à travailler, avoir une bonne performance. Par contre, si la nuit, on n'a pas un lieu plus calme, qui ça pourrait être bien suggéré avec l'entourage de présence naturelle, on ne peut pas approfondir notre sommeil et récupérer la fatigue mentale qui va donner d'autres genres de maladies. Donc, c'est un des exemples qui la présence des espaces verts urbains pourrait démarrer. Donc, l'approche méthodologique, finalement, c'est une analyse multicritère et multi-échelle liée à une dimension des facteurs environnementaux et des facteurs humains. Donc, ça veut dire que c'est une jonction de design biophilique avec une planification qui intègre les paysages. Et là, on a 6 critères. Les critères liés à la dimension environnementale, que c'est quantité, qualité et distribution, qu'on a vu qui vient des indicateurs biophiliques, et les facteurs humains, qui est aussi des études où on va penser l'expérience avec la nature pour donner une réponse positive, soit par la densité de cet espace et cette offre naturelle et l'intensité d'aperçoit l'aperçu de chacun, la durée, combien de temps on passe à chaque jour ou à chaque semaine, parce que ça, c'est aussi lié à la manière de planifier, et la fréquence, combien de fois par semaine, parfois combien de fois par jour,
Parce que ce genre de critères, c'est la différence pour une expérience plus quotidienne. Donc, et là, on propose d'utiliser plusieurs instruments pour vérifier chacun de ces critères. Donc, les catégories d'analyse, c'est des services écosystémiques, l'écologie du paysage avec des métriques, les types d'occupation urbaine, la mobilité, spécialement la mobilité active et des transports publics et l'offre des espaces verts, la perception et observation des usagers, la préférence et prise de conscience aussi des usagers et les habitudes de comportement. Qu'est-ce qu'on envisage avec cette méthodologie? C'est pas seulement qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus en discussion que c'est l'environnement durable et un environnement sain, mais une personne durable et une personne saine. Parce qu'on a aussi besoin de travailler chez nous. Et l'Organisation mondiale de santé, elle propose effectivement travailler à plusieurs échelles. Donc, on a les deux colonnes des environnements et humains. Et là, avec les services qu'on a parlé tout à l'heure, on doit penser à l'échelle de la personne, de la communauté, du paysage et aussi de la planète. Parce qu'on sait que l'écosystème fait partie d'un tout. Et c'est ça que c'est la différence assez, notre challenge et notre défi, parce que même à l'échelle locale, on touche à une échelle plus grande. Donc, mon étude des cas appliqués, c'est à Rabat. Donc, j'établis 5 échelles d'analyse. Donc, on est ici dans la région de Rabat, Salé, Kenitra, et qu'aujourd'hui ajouté Temara aussi. Et l'échelle régionale que j'utilise, c'est Rabat et Salé parce que j'utilise les bourgs grecs, les white bourgs grecs. Et donc, les deux villes qu'ils ont développées historiquement ensemble. Après, on a l'échelle de la ville comme mesure. Après, on a l'échelle des arrondissements qui avant c'était des communes et aujourd'hui ils sont des arrondissements pour avoir plus d'unité dans leur politique, dans leur pratique. Et qu'est-ce que j'ai fait? À partir de 14 périodes morphologiques, j'établis 5 zones morphologiques selon l'évolution urbaine qui ont certaines congruences des morphologies urbaines, des types d'occupation. Et j'ai établi à l'intérieur de arrondissements et des zones, des quartiers, des limites des quartiers où j'ai pu mesurer, j'ai établi, parce que ça, c'est pas quelque chose d'administratif, où j'ai travaillé avec plus de 150 étudiants quand j'étais à l'UIR, à l'Université internationale de Rabat, pour faire les travaux, la dimension humaine. Donc, les 5e échelles, c'est des espaces libres publics. Donc, ça, c'est peut-être les plus avec plus de challenges parce que tout à l'heure, notre collègue Youssef a parlé de la difficulté de trouver des informations au Maroc. Effectivement, c'est mon cas. Cette base, elle était donnée parce que j'ai récupéré avec la direction urbaine une base géoréférenciée dès 2009. Donc, elle n'est pas vraiment à jour. Mais j'ai réussi à mettre, parce que les limites des rabats ont été changées en 2015, et j'ai réussi à mettre la classification supervisionnée que j'ai fait au moins pour la ceinture verte qui a lieu en board pour pouvoir séparer les espaces privés des espaces publics parce que c'est très important, parce que c'est où la planification urbaine va avoir plus de capacité de gestion. Donc, l'espace privé, on peut avoir la sensibilisation, mais pas la gestion. Donc, pour vous dire, la démarche un des aspects, c'est la quantité, c'est faire une classification supervisionnée. Donc, les bases de données que j'ai utilisées, à part certaines données que j'ai réussi à avoir avec les autorités au Maroc, c'était les télédétections spatiales. Donc, avec les Sentinelles-2 de août 2023, parce que c'est les parties d'été un peu plus de challenge, parce que c'est les périodes secs. Donc, c'est où on va avoir moins de qualité de végétation. On a fait la classification supervisionnée, c'est de faire des échantillons pour trouver dans les mêmes pixels les mêmes qualités et après estimer les pourcentages d'occupation. Donc, ça, c'était pour faire sortir les espaces verts. Et ça, c'est des espaces privés et publics. Donc, aujourd'hui, la planification urbaine, elle utilise la recommandation de l'Organisation mondiale de santé, qui c'est de 10 mètres carrés par habitant.
Et normalement, on utilise l'arrondissement ou toute la ville. La différence, c'est que quand on parle des quantités comme un des critères, il faut penser à la qualité aussi de cette quantité. Est-ce que je parle de gazon? Est-ce que je parle des lieux d'agriculture ou des lieux des terrains naturels, où les terrains sont naturels? Ou je parle de forêts, des zones boisées. Donc, ça nous permet de faire une séparation. Et j'ai fait ça aussi, la différence des échelles. Quand on travaille avec l'arrondissement, on a plusieurs quartiers qui ont un tissu urbain complètement différent et aussi un profil social complètement différent. Par exemple, si on prend ici Souicy, on ne peut pas dire que aviation, c'est comme les quartiers d'ambassadeurs et par contre, ils sont dans les mêmes arrondissements. Donc, la suggestion d'après séparer en des zones plus petites, c'est pour essayer de séparer et des informations pour comprendre où il est les plus grands besoins. Donc, ça, c'était pour faire la démarche, mais pour être congruent à comment Rabat elle travaille, on a pris la mesure pour la ville. Si on prend les trois qualités de végétation, on a avec les espaces privés 105 mètres carrés par habitant. C'est énorme. Et si je fais sortir la partie d'agriculture, on a 75 mètres carrés par habitant, que c'est la chiffre qui est donné pour les nouveaux plans d'aménagement de Rabat, qui est en cours de validation. J'ai oublié les noms, comment on dit. Après, vous m'y corrigez. Mais là, les plus importants, donc, si on demande 10, il y en a 75, énorme la quantité. Mais si on parle des espaces, seulement la question qui nous aide beaucoup plus pour la question environnementale des services écosystémiques ou de bien-être, que c'est des zones boisées, on va avoir à peu près, attends, parce que ça couvre 43 mètres carrés par habitant. Ou sinon, si on parle que des espaces publics, on a 33 mètres carrés par habitant. Alors, Rabat, c'est une ville verte. C'est la raison pour laquelle je l'ai pris comme étude de cas, parce qu'elle a déjà une grande qualité urbaine. Par contre, si je fais la division par rapport à les arrondissements ou les quartiers, on voit qu'il y a plusieurs quartiers ou arrondissements qui ont moins de 5 mètres carrés par habitant. Et c'est là l'importance de systématiser notre recherche en plusieurs échelles pour pouvoir après comprendre, par exemple, que ces deux quartiers que j'ai séparés pour vous, que c'était Takadoum et Yacoub El Mansour, qu'on pourrait comprendre comment on pourrait après donner des priorités peut-être pour certains espaces verts à être planifiés ou certaines interventions. Donc, on ajoute à ça la question des usagers. Donc, ça si on fait un carte des îlots de chaleur et qu'on superpose, on va voir que la manque de végétation et la densité de ces deux quartiers, elle nous permet de comprendre pourquoi les usagers se sentent moins contents et satisfaits avec ces espaces. Et l'autre question à être ajoutée, c'est aussi la compréhension de qualité de cette végétation pour les services écosystémiques. Donc, en train de croiser ces informations, c'est là qu'on parle que les gazons, il ne va pas ouvrir les mêmes services écosystémiques. Donc, malgré, je vais voir des espaces verts et qui va compter sur 75 mètres carrés ou 43 ou 30, 33 mètres carrés, est-ce que par rapport à la duration, par rapport à la fréquence et à la perception d'intensité de cette expérience, c'est la même. Donc, c'est un peu à cette sensibilisation qu'on arrive. Et pour clôturer, on a aussi une mesure liée à l'offre d'espace pour trouver, nous rapprocher à un espace, une offre plus équitable, parce que ça, c'est l'indicateur biophilique.
c'est pas seulement avoir à 100 mètres carrés de ma maison un petit parc des poches, mais peut-être aussi être plus proche du transport public. Donc, c'est un temps de déplacement. Donc, ça, c'est pour nous montrer. J'ai mis des points d'arrêt des bus et j'ai vu à 100 mètres de chaque espace vert, on a beaucoup plus d'occupation sans offre des espaces. Et c'est là qu'on voit que même si j'ai des espaces qui pourraient être améliorés en qualité, une chose, c'est avoir un espace qui pourrait être accédé à 250 mètres, 10 minutes, 5 minutes de la maison. L'autre, c'est de venir ici, que c'est où les gens viennent pour faire du sport, ou ici, dans cette côté aussi, où les gens viennent faire du sport, et que je dois me déplacer plus que 20 minutes pour arriver. Donc, peut-être que je peux faire ça pour une fois par semaine ou deux fois par semaine. On place si j'ai des espaces à côté des bus, au plus proche de la maison, je pourrais partir tous les jours. Et ça, c'est la différence pour la santé. Donc, ça, c'est les deux cas. Donc, à la fin, pour conclure, après toutes ces analyses superposées, on pourrait penser à un aménagement restauratif du paysage dans l'échelle régionale, plutôt lié à une planification écologique, avec l'écologie du paysage et des corridors écologiques. Dans l'échelle de la ville, une planification plus liée à la biophilie, avec plusieurs présences des parcs d'ancrage et forêts urbaines, parce qu'il y a une autre réponse liée à l'environnement local. L'échelle d'arrondissement et des quartiers, qui c'est aussi lié à la mobilité active, et peut-être que c'est là qu'on va avoir une différence parce que c'est pas comme dans les années 80, on créait des Central Park pour compenser la manque de végétation existait dans une ville, mais plutôt travailler avec les pocket parks pour pouvoir avoir une distribution plus grande et plus proche des gens dans son jour à jour. Et à l'échelle du système d'espace libre public, il faut l'expérience du monde naturel. Donc, c'est lié à les activités, à les reconnaissances de cette nature qui existe et même qui nous donne l'opportunité d'auto-observation et de transformation personnelle à partir de cette expérience et qui nous permet aussi d'avoir cette bien-être comme réponse. Donc, voilà, je vous mis après avec le partage certaines bibliographies qui étaient utilisées. Et aussi, je remercie les congrès pour les soutenances de mon inscription et les programmes où j'étudie. Et je vous laisse mon contact aussi si après on voulait être en échange. Donc, merci beaucoup. Merci Simone pour cette proposition d'outils qui nous montre comment la ville peut être un lieu